Hello tout le monde, bienvenue au podcast Real Insiders. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes prêts? Let's go! Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution. Hello Romain, hello Emmanuel, merci de participer au podcast Real Insiders. Merci. Salut, merci pour l'invitation. Merci. En plus, on est tout proche. Vraiment, on est à 100 mètres vu que je suis au l'espace de coworking Gotham. Franchement, aujourd'hui, j'ai pas eu beaucoup à me déplacer. Donc, merci. C'est la route. Merci beaucoup, en tout cas. Est-ce que, premièrement, pourriez-vous, vous présenter brièvement? Alors, je m'appelle Emmanuel von Grafenried. Quoi dire sur moi? Je viens d'une vieille famille suisse bernoise. On a 750 ans d'histoire, à peu près. De formation, je suis architecte EPF et puis j'ai fait un expert immobilier par la suite et puis la certification RICS. Et puis dans mes stations, je pense une des plus importantes, j'ai bossé dans un grand cabinet de consulting ici à Lausanne en tant que associate director. Et puis j'ai rejoint la famille Nico et le groupe Bernard Nico pour cofonder BN Conseil en tant qu'associé et directeur. Ça, c'était en 2023 déjà. Et puis j'aime particulièrement la stratégie immobilière, je dirais les projets complexes et surtout aider les propriétaires à naviguer dans cette jungle réglementaire qu'on a actuellement. Il y aura une question justement sur ça. Et énergétique. Voilà, ça c'est un peu mon profil. Génial. Romain? Donc moi, Romain Nico, donc je suis mathématicien de formation. Je suis passé par la finance en Suisse et puis ensuite je suis revenu dans le groupe familial. Mais j'ai dû recommencer tout en bas de l'échelle. J'ai dû faire 2 brevets fédéraux en même temps. On en reparlera aussi. Et puis aujourd'hui, je suis enchanté d'être le directeur adjoint d'Emmanuel von Grafenried. Et je pense qu'on a, avec Ben Conseil, un avenir assez solide. Génial. Et si vous deviez expliquer justement Ben Conseil à quelqu'un, mais en 1 minute? C'est vite vu. C'est une des sociétés intégrées au sein du groupe Bernard Nico. On est une des seules sociétés du groupe à travailler de manière transversale. On a une cellule transversale, une sorte de boîte à outils ou une boussole d'aide à la décision pour les propriétaires. Il faut savoir que le groupe, c'est plus de 2500 immeubles sous gestion, plus de 60 000 lots séparés. Et puis, chaque fois, c'est des propriétaires qui viennent avec ce grand point d'interrogation. Est-ce que je peux développer? Combien coûte mon immeuble? Est-ce que je devrais le vendre? Est-ce que je devrais le garder? Est-ce que dans mon immeuble, j'ai un terrain? Quoi faire? Et puis, chaque fois qu'il y a une question comme ça, c'est coup de téléphone à BN Conseil. Et nous, on reçoit dans toutes les agences du groupe Bernard Nico pour venir faire de l'aide à la décision et assister les propriétaires. Puis, finalement, on a 3 axes métiers. On a l'axe conseil immobilier, où là, on va faire des rapports 360 degrés, des rapports stratégiques, des expertises immobilières, des expertises énergétiques, CEC, type CECB. Ça, c'est conseil. Du conseil, une fois que la stratégie ou les conseils sont donnés, on peut être mandaté comme pilote. On va mettre en œuvre la stratégie pour gérer budget, délai, qualité, communication et risque, pour le compte d'un propriétaire. De synthèse. Ouais, merci. J'ai des projets à sortir. Pas que des synthèses, il y en a pas mal, c'est des photos aussi, des chantiers en cours. Donc oui, on s'occupe autant de développement que d'assainissement de parc. On a même des mandats. On a reçu un mandat là sur 20 ans. On a un volume d'investissement à investir par année pour un family office. On doit mandater les architectes, etc. Donc ça, c'est la partie pilotage et développement. Et puis la 3e partie, c'est tout ce qui est transaction, où on s'occupe de vendre des immeubles de rendement ou des projets qui ont été développés puis qui sont vendus en bloc, soit par des instituts, soit par nous-mêmes, parce qu'on va finalement pas les réaliser ou entre autres. Donc voilà, ces 3 compétences, conseil, pilotage et développement et prospection et transaction. Génial. Peut-être une petite particularité dans la partie prospection et transaction. On est aussi en fait le service commercial du groupe Bernard Nico. Donc c'est pour ça qu'on est aussi pas mal présent. C'est parce que finalement, on a une porte d'entrée commerciale pour les besoins immobiliers en Suisse romande. On a via ma famille, via mon réseau aussi, on a beaucoup de clients en Suisse alémanique qui ont des besoins en Suisse romande et donc qui viennent, qui nous posent des questions. Je dis je pourrais avoir une offre pour ci, je pourrais avoir une offre pour ça. Puis après on va passer la balle ou coordonner à l'interne pour pouvoir répondre une offre. Voilà.
Génial. Donc en fait, juste pour résumer de façon très succincte, on est un service 360 qui permet de résoudre n'importe quel type de problème immobilier. D'ailleurs, à la base, on avait même considéré de prendre le nom BN Solutions, mais on trouvait que le conseil était plus attractif et donc on est resté sur BN Conseil. Et les solutions sont intégrées de toute façon. Exactement. C'est BN Conseil. C'est ça, Ouais, c'est ça. tout à fait. C'est génial. Vous avez rebondi un peu ma troisième question qui était, du coup, BN Conseil, une entité spéciale au sein de Bernard Nico quand même, de ce que tu m'as dit, parce que vous naviguez quand même de façon indépendante dans la constellation d'entreprises de Bernard Nico. Oui. Alors effectivement, nous, on est une SA à part entière, Oui. qui est effectivement bien indépendante. Ça permet de refléter nos valeurs. Moi, je suis par exemple certifié RICS. Oui. Donc, ça permet aussi on a un Chinese wall total entre notre serveur informatique, nos données, etc. Et ça permet de répondre à des besoins, à des clients. Chinese Wall, parce que je sens qu'il y en a qui vont faire. Muraille de Chine. Voilà, exactement. Qui permet en fait par exemple, d'autres services n'ont pas accès à nos données. Donc, les gens ne savent pas forcément sur quoi on travaille. Bien sûr. Ça permet à des clients qui disent, moi, je veux vendre de manière indépendante, ou bien je veux que vous estimiez mon parc sans qu'après j'ai des lettres de prospection, etc. Ça permet vraiment de créer cette neutralité dans le conseil. D'ailleurs, il y a une question qui va revenir, donc ça, c'est génial. Et on va revenir quand même aussi aux personnes, parce que tu sais, mon podcast aussi, c'est lié aussi aux personnes qui composent cette entreprise. Et là, pour le coup, il y a Romain et Emmanuel. Mais toi, Emmanuel, à quel moment tu t'es dit, OK, je quitte CBRE? Est-ce que c'était un déclic, une frustration, une opportunité? Est-ce que Romain est venu te parler? Est-ce que M. Bernard Nico est venu te parler? Comment ça s'est fait, en fait? Bon, écoute, je vais te dire, il y a pas eu un moment film hollywoodien. Oui, tout à fait, ouais. Avec du suspense. Qui prennent du temps. En fait, moi, j'ai fait beaucoup de services militaires. Oui. J'étais président des officiers universitaires à l'époque, sur le campus. Et puis, son père a fait aussi beaucoup de services. Et puis, quand on allait dans des événements où moi, j'étais en uniforme comme président des officiers universitaires, j'y croisais son père dans le réseau des alumni, si tu veux. D'accord. Et puis, de fil en aiguille, lui, il connaissait ma famille avec le groupe de famille qui est à Berne. Et puis, il trouvait j'ai organisé une conférence où je l'ai fait venir sur le campus. À l'époque, on a rempli l'auditoire d'HEC avec une pétée d'étudiants. Ça débordait de tous les côtés. Bernard est arrivé. Il était venu expliquer les parallèles entre son service militaire et puis sa carrière d'entrepreneur. Tout à fait. Et puis en fait, ça a commencé là, donc il y a pas mal d'années. Et puis on est resté en contact de fil en aiguille. Il a suivi ce que moi j'avais fait dans mes activités. J'avais monté une start-up à l'époque qui avait gagné un prix des mérites de l'économie. On avait un actionnariat externe. Enfin, bref, j'avais reçu des lettres de sa part, comme les fameuses lettres que des fois on reçoit. Bref. Et puis voilà. Puis un jour, on s'est croisé à la journée de l'expert au SFIT, qui parlait de la durabilité. Et puis c'est vrai qu'avec mes équipes chez CBRE, on accompagnait beaucoup de caisses de pension dans comment se positionner face à ces nouvelles lois, quelle stratégie mettre en place pour un portefeuille immobilier. Et puis lui, il me dit c'est quoi cette histoire de ESG, c'est comment quoi. Et puis finalement, de fil en aiguille, on s'est revus. Il m'a invité dans son bureau. Et puis voilà, ça s'est construit. Je dois dire que moi, j'étais très bien dans ce grand cabinet international. Mais c'est vrai que sur la proposition de BN, j'ai longuement réfléchi. Et puis, j'avais cette envie de retourner à l'entrepreneuriat, mais sans complètement être non plus... c'est ce qui me plaisait ici, c'était vraiment les dynamiques avec le reste du groupe. Bien sûr. On en parlera, mais c'est clair qu'il y a toutes les synergies. On n'est pas juste un petit cabinet qui a 3 ans d'existence. Bientôt, on a 50 ans d'existence, puis on bénéficie. Tu vois les bureaux, on a une équipe maintenant qui est conséquente. On a dépassé les 15 personnes ici en 3 ans d'existence. Donc tout ça c'est grâce au fait qu'on est dans une société qui est établie. Donc d'avoir cette liberté d'entrepreneur, de devenir associé au capital action, mais en même temps d'avoir derrière la puissance de frappe du groupe, ça m'intéressait. Et puis cette envie peut-être aussi de revenir sur le terrain, d'agir plutôt que d'analyser depuis un ordinateur. Ça, c'est aussi quelque chose qui est propre vraiment à BN. Ouais, c'est dans l'ADN. On a des agences partout, on a des courtiers. Quand on a des projets, on peut appeler nos agences, on peut dire OK, sur le terrain, tu le sens comment? Et ça, c'est une énorme plus-value. On le sent. On est mandaté par des tiers pour développer pour eux. Donc ça, c'est une prestation nouvelle au sein du groupe. Le groupe développait ses propres promotions. Nous, on pilote des promotions pour le groupe. Donc finalement, c'est un mandat. C'est la société BN Conseil qui reçoit un mandat de développeur. Le propriétaire, c'est par exemple la foncière Bernard Nico ou bien l'entreprise générale Bernard Nico. Mais c'est Romain et moi les développeurs. Puis en fait,
de travailler avec ces outils de développeurs, on a des gens qui sont venus nous dire, mais écoute, tu peux pas développer ce terrain pour moi, je te donne un mandat. Ouais. Et puis, on a mis ça dans notre équipe pilotage et développement et on le voit, la force de frappe et la plus-value dans le conseil, elle est énorme, totalement différente d'un cabinet de conseil. On n'est pas dans la théorie, mais on est dans le sens pratique. Ok. Voilà. D'ailleurs, ça, c'est pour la petite anecdote. Après, il y a une question aussi pour Romain, mais dans le milieu, on sait que, par exemple, les gens qui sortent de Bernard Arnault, ils aiment bien être engagés ailleurs parce qu'on sait que c'est des faiseurs. C'est des gars qui, quand ils viennent, ils bossent, ils savent mettre les mains dans le cambouis. Et ça, c'est vraiment reconnu dans la branche parce que j'en ai fait des podcasts maintenant, on est à la 36e. Et ça, c'est vraiment des valeurs qui ressortent toujours. C'est que quand on est ici, on bosse. Et donc, c'est vrai que c'est un point positif dans l'image de la marque. Ouais, si vous voulez, on travaille à la dure, hein. Bien sûr. Il y a pas de souci. C'est pour ça qu'on a des résultats et c'est pour ça qu'on est, numéro 1. Tout à fait. Il y a pas de secret, hein. Je veux dire, notre patron est une légende. Ouais. Moi, j'appelle The Goat, mais c'est avec les mots un petit peu. Mais justement, Romain, toi, tu viens de la finance à la base. J'ai cru, sauf erreur, comprendre à Londres un petit moment. C'est exact. Pourquoi le choix de revenir? Est-ce qu'il y avait une envie, justement, vu que tu parles un peu de ton paternel, de revenir parce que t'as toujours aimé l'immobilier ou parce que ça te plaisait plus? Alors en fait, moi j'ai pas fait l'armée, mais j'ai fait une autre école de la rigueur, comme tu viens très bien de le dire. C'est la finance, la banque anglo-saxonne, qui à mon avis est à peu près l'équivalent de l'armée, hein, parce que je veux dire, on rigole pas du tout là-bas. Tout à fait. Donc moi on m'a inculqué des notions extrêmement rigides en ce qui concerne le travail. Donc il fallait produire et réussir, sinon ça marchait pas. Donc déjà, moi, j'ai un petit peu cette mentalité, donc forcément qu'il faut se battre pour gagner ses galons. Bien sûr. Et puis donc j'ai travaillé pendant 10 ans, sans du tout l'appui de mon père. Tout à fait. Je me suis formé moi-même. Là où vraiment le nom de Nico à Londres n'est pas connu, hein. Soyons tout à fait clair, c'est pas comme dans le canton de Vaud ou en Suisse. Bien. Et puis j'ai à la suite de 10 ans de là-bas où je me suis formé tout seul, j'ai décidé de revenir après une discussion très sérieuse que j'ai eue avec mon père. Ça a aussi coïncidé avec le fait que j'étais devenu aussi papa. Oui. Donc, en fait, j'ai eu une vision un petit peu différente de la vie, on dirait un petit peu plus responsable, un peu moins jeune con quand on devient papa. Et puis, moi, ce que j'aimais aussi, alors, pour répondre à ce que tu disais aussi ta question par rapport à l'immobilier, moi, ce que j'aime bien dans l'immobilier par rapport à la finance, c'est que c'est concret, c'est au terrain. Oui, la finance, ça reste quand même des trucs, alors c'est des modèles matheux, hyper sophistiqués, hyper sympas. C'est des trucs d'apprentis sorciers, mais on a vu ce qui s'est passé. Moi, j'étais là quand Lehman Brothers a failli couler. Enfin, d'ailleurs a coulé, mais que AIG a failli couler, pour être précis. Là, quand la dette AIG senior est passée à 60%, je peux l'assurer qu'il y en a vraiment qui ont cru que le monde allait cesser d'être là. Et puis, ça a été une expérience assez phénoménale. Mais je me suis dit, oulala, il faut quand même rester dans du concret. On met 3 briques ensemble et on voit si ça tient. Et puis c'est pour ça que je suis là, en fait. En plus de la conversation que j'ai eue. D'ailleurs, on m'a dit que tu étais vraiment très très bon en mathématiques. Très génie bon. Très bon. Tu sais, très bon en mathématiques. J'ai fait Cambridge et Oxford et l'Imperial College. Donc moi, j'ai vu des calibres vraiment des gars. Mais je confirme que pour le commun des mortels, il touche le puck. Bon, ça c'est gentil, Manu. Formule 1 de la. Non. Après, il y a je veux dire, il y a être bon, très bon et être génial. Je dirais que je m'en sors honorablement. Voilà. Okay. Génial. Et juste pour la dernière petite partie, on va dire personnelle, est-ce que vous avez eu donc cette conversation père-fils inconfortable sur le business en disant, parce que ça doit être inspirant à la fois, parce que comme tu l'as dit, c'est un peu le GOAT, mais à la fois, ça doit être aussi très challengeant de se dire, OK, là, tu m'as dit, tu as dû faire plusieurs brevets, tu dois prouver, c'est à la dure. Donc, l'expérience, elle est au fait, pas tant que ça, parce qu'au fait, comme je t'avais déjà dit, si tu veux, Bernard n'est pas plus sévère qu'un managing director de banque. Soyons honnêtes. Je veux dire, peut-être que dans le canton de Vaud, on a peut-être un petit peu, mais par rapport à Londres, moi, j'ai vu des managing directors, alors ça rigole pas, je veux dire, donc, je pense pas que Bernard soit plus sévère qu'un managing director. Il est extrêmement exigeant. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a de la performance. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne. Mais c'est pour ça que ça fonctionne. Et puis, moi, l'approche que j'ai avec mon père, c'est que pour moi, c'est un managing director. C'est comme j'étais à banque. Et puis bon, il y a aussi Emmanuel qui est là. Donc, ça peut aider au niveau justement du tampon, on va dire, affectif. Mais c'est pour moi, je veux dire, bosser avec mon père, c'est pas plus dur que de bosser quand j'étais chez Société Générale à l'époque, hein. Et puis, je pense, vous faites bien la part des choses.
entre le travail et puis ce que vous faites en dehors. Bien entendu, ça n'a rien à voir. Il n'est pas le même. Et ça, je pense qu'on peut souligner ici. Oui, je suis témoin qu'en fait, ils ont aussi une vie de famille en dehors du travail. Mais tu sais que si tu l'as observé, c'est que c'est vrai. Il y a dans plein de podcasts, je fais aussi entre guillemets comme un Yann Timmerman ou d'autres entre guillemets la nouvelle génération. Donc, toutes ces questions se passent dans toutes les boîtes immobilières. Il n'y en a pas une devant de l'autre. C'est toutes des questions qui, forcément, comme dans toutes les boîtes, comme tu disais, et même dans le milieu des mondes qui sont beaucoup plus féroces, ça change pas finalement. Et entre Bernard Nico ou d'autres agences immobilières ou de courtage, c'est toujours les mêmes questions. Et puis le but, c'est que ça fonctionne et que ça déroule. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur ça, mais justement, votre rôle, vous, chez Ben Conseil, qu'est-ce qui pourrait vous démarquer de vos confrères, justement? Vas-y, Manu. Alors, il faut tirer à balles réelles dans le sens où c'est des confrères, c'est pas des cons. Peut-être aussi, ça peut te répondre à ta question. C'est vrai que donc ça a été structuré de manière très claire. Moi, je joue le rôle vraiment du directeur. Je suis le directeur de BN Conseil. Tout à fait. Et puis Romain, c'est mon second. Et en fait, on travaille comme à l'armée. Oui. C'est-à-dire qu'on est un binôme. Il y a le commandant et il y a son remplaçant. Et nous deux, on a tous les jours nos points. On échange. Ok, on a avancé comme ça. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Et on se priorise les actions et ça permet vraiment de travailler hyper efficacement. Ce qui est avec vos compétences. C'est ça. Et on est très complémentaires, je pense. Et d'ailleurs, ça se voit même dans les profils. Ouais, je pense que c'est très complémentaire. Et je pense que ça a aussi peut-être aidé vis-à-vis du rôle avec le grand patron de ce groupe. Oui. C'est-à-dire que quand il a un truc à parler au directeur de BN Conseil, à la fonction, ça vient chez moi, que ce soit négatif ou positif. Et puis moi, je peux filtrer et ça permet peut-être aussi de séparer l'affectif, justement, dans l'affectif. Ce qui est pas toujours évident. Donc. Et moi, je transforme ça en mission opérationnelle, puis on décline en priorité, en plan d'action. Et donc, après, on enlève l'émotionnel de tout ça. Même si à la sortie, je suis assez rodé, si je veux m'exprimer ainsi. Mais bon, ça peut éviter quand même, quand c'est le père, ça peut être. Et puis après, pour ce qui différencie de BN Conseil, alors il y a vraiment des points qu'on a pu remarquer par la réalisation, qui sont très concrets. C'est qu'on est un cabinet de conseil concret. C'est-à-dire qu'on s'adosse à chaque fois des prestations ou des connaissances ou des data, on a énormément de data du groupe, ce qui nous permet d'être absolument concret dans notre conseil. C'est ce que je disais avant. On a si on vous recommande sur une grille de prix ou sur une valorisation, on sait qu'on va réussir à le vendre à ce prix-là. On sait qu'on a les objets, où on sait qu'on a les comparables, où on sait qu'on a les courtiers sur place. Historiques. D'ailleurs, ça, c'est une question. Et puis, en fait, on pousse pas à la consommation. C'est ça. On est impartial parce que comme on offre un panel de prestations qui est extrêmement large, par exemple, on n'est pas un cabinet, on fait pas que du courtage, donc on va pas pousser à vendre. On fait pas que du pilotage, on pousse pas à la rénovation. On fait pas du consulting, on pousse pas au conseil. Donc, en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez important. Et je pense, un autre point, un USP de chez nous, c'est qu'on a une équipe totalement multidisciplinaire. On a plus de 5 à 6 types de profils chez nous. Architectes, urbanistes, développeurs immobiliers, experts immobiliers, ingénieurs thermiques et économistes. Et en fait, pour chaque projet, on a les différents profils qui participent au projet. Et donc, quand on fait un investment memorandum parce qu'on est en train de mettre en place une commercialisation d'un immeuble de rendement, on a nos ingénieurs qui vont nous aider, qui vont nous conseiller sur les stratégies de réno, en discussion avec nos architectes, ce qui fait qu'on va arriver dans du conseil qui est pas seulement une personne qui a fait ça avec ses estis et ses benchmarks, mais c'est vraiment plusieurs personnes qui ont vu le dossier et qui ont apporté de la plus-value à l'intérieur. Et cette équipe multidisciplinaire, ça, c'est une grande force. D'accord. Indéniablement. Et d'ailleurs, tu parlais avant de ESG, justement, quand tu es arrivé, entre guillemets, avec ces discussions à la base. Aujourd'hui, dans ces reporting de durabilité, après, moi, je suis pas un expert immobilier en tant que tel, vous êtes bien meilleur que moi. Mais qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui? Est-ce que c'est collecter la donnée, la fiabiliser, la transformer en décision d'investissement? Et d'ailleurs, je vais rebondir avec la question suivante. Est-ce que vous utilisez beaucoup la data, vu que t'en parlais, Manuel? Ouais, alors là, tu trouves plein de questions, mais. Exact. Moi, c'est pour ça que je suis pas un expert dans ça. Je voulais juste souligner encore un truc par rapport à l'USP de BN Conseil. Oui. Je pense qu'on a un ADN chez BN Conseil. C'est pour un cabinet de consultants, c'est pas toujours le cas. Chez nous, c'est résoudre et pas compliquer ou pas complexer. Oui. Et ça, combien de fois on va chez un cabinet d'avocats pour un litige, etc. Puis en fait, au lieu d'avoir une solution simple, on a quelque chose qui se prolonge, on soit de la paperasse, on soit des honoraires. Nous, notre but, c'est vraiment d'essayer de simplifier ce qui peut paraître complexe pour un propriétaire. Ouais.
esprit de synthèse. Ouais. Tu comprends? Oui. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui entre les aspects administratifs, techniques, économiques, réglementaires, énergétiques. Oui. Et l'idée, c'est de réussir à mettre tout ça dans des scénarios qui sont clairement mesurables, une matrice d'aide à la décision, et puis te faire un plan d'action. Te dire, nous, on vous propose de faire ça, et puis ça, on peut vous l'accompagner de A à Z. Bah, en fait, je pense notamment à notre premier rapport stratégique qu'on avait fait, tu te souviens très Ouais, bien, c'est ça. où c'était extrêmement complexe, il y avait plein de problèmes, et en prenant une vue à vol d'oiseau, Oui, bien sûr. on a tout de suite compris en 5 minutes où fallait que ça aille. D'accord. Et puis après, on a vérifié avec les détails et au fait tout collé de source et ça a été poil ce que voulait le client. Ouais. Génial. Ouais. Voilà. Et puis ça, bon, c'est lié à cette question-là, mais du coup, pour vous, le plus dur, c'est quoi selon vous? C'est de collecter, fiabiliser ou de transformer la donnée en décision d'investissement? Alors le plus forcément en dur, décision d'investissement. dur déjà, c'est la donnée, clairement. Parce qu'en fait, la collecter, c'est déjà complexe. Parce qu'il y en a, c'est encore en papier, donc c'est un enfer. Ah, la collecter, c'est Oui. déjà complexe. La fiabiliser, c'est encore pire. Ouais. Et puis la transformer en décision concrète, C'est le savoir-faire. c'est là que beaucoup s'arrêtent. Et nous, en fait, on intervient entre les trois. Entre l'audit, la trajectoire CO2, par exemple, la priorisation des CAPEX, les subventions, les scénarios, c'est exactement ce que je te disais. Le but, c'est de réussir à naviguer dans tout ça. Les données que t'as pas, être capable de les compléter en estimant ou faire avec ce qu'on a. Ça, c'est aussi quelque chose vraiment qui vient de l'armée. Ce serait super d'avoir tout, mais on n'a pas. On a un délai, on a un budget qui est donné. On a le client, il a besoin de prendre on va faire dans ce qui nous est donné avec ce qu'on a pour aller vers la meilleure décision. On a les modèles dans la tête, en fait, et la plupart sont des modèles mathématiques, justement. Oui. Et puis, on arrive justement à, quand il y a une variable qui manque, à la trouver ou à savoir, OK, plus ou moins, 5 ou 10%, combien ça peut être, un volume, un mètre carré ou des choses comme ça. Et on sait déjà plus ou moins au pif. Parce que Bernard appelle ça le pif, mais à la sortie, ça reste de l'intuition profonde. C'est de l'expérience, surtout, je dirais même. Ou des modèles matheux. Bien sûr. Et à savoir où on va. Donc on est même toujours entier. Après, je vais faire un parallèle avec l'actualité et ce qu'on utilise beaucoup la data. En fait, la data, il y a rien de nouveau là-dedans. Savoir la structurer surtout. Et si on prend l'actualité, on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays du monde, etc. Les actions qui sont prises, elles sont dues à du service de renseignement, à de l'intelligence agency, à de la collecte d'intel. Oui. Et en fait, ces collectes d'intel te permettent de prendre des actions qui sont stratégiques, donc qui sont décisifs pour l'avenir de ton action. Oui. Ok. Et en fait, dans l'immobilier, c'est la même chose. T'as les data. Les data, elles sont pas forcément. Il faut pas dire data égale intelligence artificielle ou bien data égale digitalisation. La data, ça peut être plein de sources de intel et il y a plein de manières de sourcer le faible exactement recenseurs, senseurs, émetteurs sur le terrain et il y a énormément de moyens d'avoir de l'intel et ça c'est clair et net que nous on est un petit peu le service d'intelligence ou le service je dirais de renseignement, on peut appeler ça pour nos clients. Mais en sachant où aller chercher cette data, cette intel et comment la compiler. Et je pense qu'aujourd'hui c'est clair, les datas énergétiques, les datas marchés, les datas réglementaires, on peut être noyé sous une donnée de data. Mais ce qui est important, c'est de l'utiliser comme un outil, puis pas comme une prophétie. Et de dire, on a ces outils. Nous, on a énormément de data aussi de nos objets, des objets qu'on gère, des objets qu'on construit. Il y en a pas qu'un, c'est clair, des datas internes. Mais ce qu'il faut jamais oublier, et ça c'est la force, comme on l'a souligné plusieurs fois dans cette interview, c'est que la data, elle remplace jamais l'expérience terrain. Simplement, elle l'amplifie. Ça, c'est clair. Ça, c'est indéniable. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, dans un projet de rénovation ou de développement, peu importe, quel est, selon vous, aujourd'hui, mais je pense que tu l'as déjà dit, le vrai blocage dans des projets complexes? Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est la réglementation? Est-ce que c'est le financement, les process, l'humain ou autre chose? Ou tout? En fait, derrière tout ça, il y a toujours l'humain. Parce que la technique, ça se résout. La réglementation, ça s'anticipe ça se subit. Ou de manière intelligente. Je dirais plutôt ça peut essayer de se contourner. Voilà, si on l'interprète d'une bonne manière, si on a les bonnes. Le financement, ça structure. Mais l'humain, ça crée de la peur. Il y a des conflits d'intérêts, il y a des manques de décision. Et ça, c'est clairement le vrai frein. Et regarde, en fait, on pourrait dire la réglementation. Non, le problème dans les projets, c'est souvent les oppositions. Les oppositions, c'est quoi? C'est un humain. C'est un acteur concret, c'est le voisin, c'est not in my backyard. Non, j'ai pas envie que vous fassiez ça, j'ai pas envie de cette surélévation. Donc clairement, l'humain, essayer de le comprendre,
mettre en place la communication dans les projets, mettre en place la communication avec les voisins, mettre en place la communication avec les autorités. C'est encore une fois, c'est aller chercher de l'intel, essayer de comprendre qui sont les acteurs, quels sont leurs intérêts cachés, quel est leur hidden agenda, comme on dirait, et puis d'essayer de mettre des réponses à ça, de créer des arguments pour pouvoir avancer à ton projet. C'est le point le plus tricky. Il faut être des grands communicateurs. Ouais. C'est ça le secret. Bon, après, on va parler de personal branding, etc., parce que je pense que vous êtes dans la communication, en tout cas, vous êtes présent et visible. Concernant la digitalisation et l'harmonisation des process, bon, alors là, c'est BN Conseil, donc c'est peut-être pas forcément ici que je vais l'utiliser le plus, mais c'est quoi le quick win le plus sous-coté dans une organisation immobilière selon vous, et où le piège le plus fréquent? Alors, je pense que le quick win, c'est clairement qu'on peut harmoniser les processus et gagner du temps. Oui. Un processus interne, hein. Vraiment gagner des réponses, gagner des workflows, etc. Parce que là, dans cette constellation Bernard Nico, c'est un coup de fil, quoi. C'est clair. Ouais. Alors nous, on a grandement commencé à développer notre digitalisation, hein, Oui. en synergie avec les autres agences du groupe, etc. Bien sûr. Et je pense que on est vraiment à la page par rapport aux autres agences. Hein. On a même été avant-gardiste sur certains logiciels qu'on a implémentés, où on a vraiment des consultants qui bossent à 100% pour l'implémentation de ces différents logiciels de gérance notamment. Et d'ailleurs, j'ai juste une question, Romain, par rapport à ton savoir-faire, ce que tu as vu à Londres, est-ce qu'il y a des process, justement, peut-être dans des outils où tu t'es dit, bon, après, par exemple, quand on parle d'un Salesforce, c'est super cher pour l'immobilier en Suisse ou du SAP, mais est-ce que ça, à un moment donné, tu dis, ça serait bien d'avoir ça, et de l'implémenter? On a des choses, on a tout ce qu'il faut. Okay. Et puis à Londres, je veux dire, ça c'est pas donné, hein. Non, mais par rapport à une licence Bloomberg, attention, ça c'est vraiment parce que ça chiffre vraiment. Donc encore, moi je suis peut-être pas la personne la plus apte à répondre, c'est plutôt Manu. Mais clairement, je veux dire, c'est sûr que nos licences sont très très bonnes. On a des choses extraordinairement sophistiquées, mais ça reste bien moins cher qu'une licence de trading. Hein. Ça rien à voir. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a une étude complète et régulière chez nous, une veille du marché, des solutions nouvelles, et on implémente régulièrement, on teste aussi des solutions pour voir est-ce qu'on y gagne, est-ce qu'on y gagne pas. Tu parlais de grands noms de logiciels CRM, on en a implémenté un qu'on a testé chez BN Conseil, qui marche très bien. Nos deals et nos workflows. Donc ça, c'est vraiment des choses qui se font. Tu parlais du piège aussi. On a parlé du quick win. C'est vraiment les process, les améliorer. Moi, je pense qu'un grand piège de la digitalisation, c'est de penser que digitaliser, ça veut dire égal installer une plateforme. Oui. Et voilà. Et ça pour moi, c'est faux. Je pense que chaque entreprise. J'irais même plus loin, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les gens pensent que l'IA est une solution. Ça, on va en discuter. Que l'IA, c'est plus de la digitalisation, c'est encore d'autres quick wins. Mais si tu réfléchis pas à pourquoi tu l'implémentes dans ton organisation, c'est qu'il faut donner un bon prompt, c'est ça le problème. Et moi, j'en ai vu des erreurs quand je fais des audits pour voilà. Il faut pas utiliser de l'IA pour de l'IA, par exemple. Il faut savoir l'implémenter correctement. Mais ça me permet de rebondir à ce que tu viens de dire, parce que du coup, ma prochaine question, c'est, vous voyez probablement, vous allez aller au REM, vous faites pas mal aussi de conférences, vous allez à gauche à droite, vous voyez passer des promesses ou des proptech, des startups tous les jours. Est-ce que vous en suivez? Il y en a qui vous plaisent? Est-ce que vous en avez implémenté? C'est des questions assez ouvertes. Non, il y a des startups qui ont clairement plus de potentiel que d'autres. Après, c'est sûr que bon, il suffit pas d'avoir aucune bonne idée, il faut à la sortie que ça soit du concret. Bien sûr. Et ben nous, on peut dire qu'on est une sorte de start-up ou scale-up. Hein. Nous, pourquoi est-ce qu'on a un marché? Parce qu'au fait, tout simplement, le business model marche. Il est dans le concret. Et je veux dire, répond à un besoin. Hein, on répond à un besoin qui est existant. Par rapport à d'autres, par rapport vraiment à des proptech, hein, nous, on est technologique, technologique. Nous, on est les spin-off, on n'est pas une proptech. Et je dirais qu'on les suit, mais avec prudence. Ouais. Tu sais jamais vraiment déjà si ça va te donner des informations fausses, etc. Puis pas les implémenter dans le système critique directement. Tu comprends parce que là tu pourrais perdre la vue d'ensemble. Je pense qu'il y a quand même une majorité qui surpromet aussi. Oui. Hein, ça on le voit. Nous ce qu'on regarde c'est l'impact réel, la capacité d'intégration, le retour sur l'investissement qu'on pourrait avoir, puis la stabilité de l'entreprise. Oui. Mais il y a clairement des pépites, mais il y a beaucoup de gadgets. Et puis, on a implémenté certaines de ces solutions qu'on est en train de tester, finalement, proof by concept. Oui. Et on te redira dans 2-3 ans lesquels on garde, lesquels on garde pas. C'est d'ailleurs une des questions. Mais si on se revoit dans 10 ans et puis on fait une analyse sur ce podcast-là,
Où vous voyez concrètement, personnellement, et puis au niveau professionnel de BN Conseil? Bah, comme c'est 10 ans, on va dire 10 fois plus de chiffre d'affaires. Ah, Ça veut dire 10 fois plus de promotions, 10 fois plus de ventes d'immeubles, et 10 fois plus de pilotage, et 10 fois plus de rapports stratégiques. Ça serait Ça serait bon. Alors, bon, voilà, ça serait l'idéal. Tout simplement, moi, j'ai envie de dire d'avoir encore plus de challenge au quotidien, et puis qu'on grandisse tous les deux, hein. Et puis que notre équipe grandisse avec nous. Ça fait pas rien rentable. Alors, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a un truc qui est hyper répétitif dans mon job. Oui. C'est que chaque fois, à midi, je regarde ma montre, je me dis, mince, c'est déjà midi. Le vendredi soir, on en discute les deux. Non, c'est vrai que des fois, on fait un petit apéritif, on dit, mec, c'est déjà fini la semaine. Non, on n'a pas attends, et en fait, vaut mieux ça que le contraire. Et voilà. Je l'ai mardi après-midi, on a l'impression qu'on est arrivé il y a 2 heures et que c'est lundi matin. C'est malade, hein. C'est malade. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Et des fois, un peu trop, parce que, mais c'est passionnant. Je veux dire, t'as vu, tu viens ici, on est dans nos bureaux ici, on est en travaux, on vient de refaire, on est en train de prendre la surface d'à côté. Je veux dire, on est en pleine expansion. Ouais. Et nous, on est en train de regarder pour ouvrir maintenant une succursale dans un autre canton. On aimerait dupliquer, copier-coller l'équipe qu'on a ici ailleurs. Donc, Roche-Graben ou plutôt non, on aimerait renforcer un des pôles stratégiques de la place. Donc Rushti-Graben pas, c'est pas l'idée parce que là on a des passerelles. Mais c'est clair on pourrait imaginer améliorer, augmenter les synergies que moi j'ai sur la Suisse allemande. Et puis moi je me vois toujours associé au sein de la famille Nico, ça me plaît bien, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Et effectivement, je pense par contre avec une équipe qui a doublé, ce serait pas mal. Exactement. Et on va finir par un petit quiz. Je le fais pas toujours, mais là je trouve intéressant vu qu'on est 3. C'est le quiz j'achète, je vends. Si vous voulez y répondre, ensuite c'est vraiment une ligne maximum, parce que je pense que les gens après ça ils se feront leur propre avis. Mais ChatGPT est ton nouvelle analyse junior. J'achète ou je vends? Avec un génie justement des chiffres. Alors on va dire on achète parce que ça peut quand même faire pas mal de choses quand on sait bien l'utiliser. Mais attention, il faut quand même le surveiller. C'est comme n'importe quel junior. Donc j'ai envie de dire qu'il va pas remplacer, en tout cas pour l'instant, l'humain. Mais on peut l'acheter tout en le surveillant parce que parfois il dit des bêtises et quand il dit j'ai une réponse fiable, c'est que parfois il essaie de nous mener en bateau. Donc il peut faire beaucoup de choses, mais il faut faire des bons prompts. Oui. Il faut bien comprendre comment il raisonne et trouver la faille dans son raisonnement s'il y en a une, parce que parfois il y a des failles. Moi j'achète, mais j'ai pas envie qu'il remplace nos analyses. J'aimerais du coup que ce soit une ressource de plus, mais qui compte pas dans notre PNL. Ça c'est la classe. Mais tu sais, ça il y a un truc. Alors je vais te donner une taxer comme ça. J'étais au courant de ça. Hier, je donnais les cours aux UIT pour la mise en valeur locative, et puis il y avait plein d'élèves pour justement répondre aux appels d'offres, etc. Et je disais une chose, c'est que moi quand j'ai commencé à utiliser ChatGPT, c'est en 2022, j'étais au tout début, parce que voilà, je suis un geek, donc je vais de l'avant. Le marché de la traduction, il s'est écroulé, on l'a pas vu passer en 2 mois. Et aujourd'hui, il y a une verticale qui s'appelle la comptabilité, où 1 plus 1 égale 2, donc c'est des données qui sont objectives, pas subjectives, qui est quand même un grand pont de notre économie. Mais je pense que malheureusement, ça c'est que mon avis, un assistant comptable aujourd'hui, s'il commence pas à se former et à se skiller, je pense aussi que ça va être compliqué. Est-ce que vous avez cet avis-là, vous? Ou on sait que l'humain, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut aussi faire des affaires. Il y a des honoraires, il faut que ça tourne, il faut que ça soit rentable. Personne s'est plaint pour le marché de la traduction. Jusque là, on est un pont. Il y aura toujours besoin du conseil. Donc, tu as une fonction qui donne un avis et qui donne un conseil, il n'y a pas de risque à se faire. Et je pense que toutes ces personnes qui sont dans des fonctions peut-être trop analytiques, il y aura peut-être un peu moins de partie opérationnelle, mais il y aura peut-être par contre toujours la partie analyse-conseil. D'accord. Merci parce que je pense qu'on a rassuré quelques-uns aussi. L'IA va remplacer une partie du job d'asset manager. Remplacer, je dirais non. Assister, oui. Pour moi, en tout cas. Moi, j'achète partiellement. Je dirais oui pour les tâches répétitives, opératives, etc., remplir des formulaires, mais non pour la décision stratégique. D'accord. La tokenisation va démocratiser l'investissement IMO en Suisse. Alors en Suisse, je pense que c'est trop tôt. Par contre, je pense qu'il faudrait séparer la Suisse du reste du monde. En tout cas, intéressé, quoi. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose à surveiller de près. Moi, je dirais pas à court terme, pour des raisons de cadre légal, culture, réglementation trop forte. Ok, ouais. D'ailleurs, Dan Amar de Foxstone disait que le plus compliqué, finalement, c'est que la notoriété aujourd'hui, tu peux pas déposer de trucs dans ta banque, c'était un peu compliqué. Mais peut-être ça va évoluer, comme disait Romain. On arrive toujours 10 ans après les autres. Il y a les États-Unis, puis après
il y a Londres, Paris, enfin la France, et après, C'est pour ça que je t'arrives disais- en Suisse. C'est pour ça que je disais culture. Je pense qu'on a une culture assez traditionnelle. Tout à fait. Le personal branding et le marketing est important aujourd'hui dans la captation de leads. On voit que vous communiquez pas mal sur les réseaux. En tout cas, moi, je vous vois sur LinkedIn. Alors, Est-ce moi- que ça fait partie de votre stratégie clairement, ou c'est juste, ben voilà, ça fait, alors vous moi, pouvez le faire parce que, moi, j'achète complètement. Je Ok. pense que les gens veulent suivre des personnes et pas des logos. Ouais, tout à fait. je Non. suis de plus en plus convaincu. Cela est juste, il n'y a rien à rajouter. Mais finalement, c'était pareil à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on utilise LinkedIn. Mais par exemple, Monsieur Nico, ben, il utilisait la presse. C'est juste d'autres outils, mais les gens s'attachent avant une personne, surtout dans le milieu de l'immobilier, ce qui paraît complètement logique. Je sais pas si, Non. c'est, Bon, moi, je pense aussi que c'est pas seulement une question de personal branding, mais c'est que il y a des gens comme Bernard qui ont une personnalité forte et qui ont quelque chose à dire. Et puis en fait, c'est une grande plus-value que ces gens le disent. bien sûr. Et nous, en fait, Et il y a le savoir-faire derrière. et nous, on le constate, il s'est vraiment, puisqu'il s'est vraiment positionné maintenant comme mentor Bien pour sûr. nous transmettre son savoir-faire professionnel. Bien sûr. Et je veux dire, c'est un des meilleurs professionnels immobiliers que j'ai rencontré dans ma carrière. Point barre. Ouais, c'est clair, c'est clair. Génial. Bah, écoutez, est-ce que vous auriez voulu que je vous pose une autre question? À quand la prochaine? Génial. Bah, merci Ouais, beaucoup, ouais. en tout cas. On fera le point d'ici 2-3 ans. On fera le point, voir comment ça évolue. Merci en tout cas d'avoir participé au podcast et à tout bientôt. Avec grand Salut. plaisir. Salut, ciao. Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution.